Nouvellement nommé par décret numéro 2025-185 du 21 mai 2025, portant nomination des administrateurs maires par le président de la République, Madame Keta Bangui, née Bachi Landou Edith Yolande, a pris ses fonctions ce mardi 13 décembre comme administrateur maire du 4e arrondissement en présence de ses collègues d'autres arrondissements et de Madame la présidente du conseil municipal et départemental, maire de la ville de Pointe-Noire. Nous avons cité Evelyne Tchitchélé et plusieurs autres autorités civiles et militaires, sans oublier la population de Louangéli. C'est Séber Iboko Onanga, préfet du département de Pointe-Noire, qui a présidé la cérémonie d'intronisation. Après la lecture du décret de nomination, Madame Loubalou Nzinga Landou Ela, secrétaire générale du 4e arrondissement, a présenté la nouvelle promue. La 10e administratrice maire de l'arrondissement numéro 4 Louangéli, Madame Keta Bangui, née Bati Landou Edith Yolande, est née le 17 décembre 1966 à Pointe-Noire. Fille de Bati Jean Célestin et de Tikambour Landou Angélique. Elle est mère de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Elle fait ses premiers pas scolaires en 1972 à l'école primaire de Faubourg à Pointe-Noire, où elle obtient son CEP, entre parenthèses, certificat d'études primaires élémentaires. En 1978, avant d'aller au collège Les Trois Glorieuses, entre parenthèses LTG, jusqu'en classe de 3e, pour finalement atterrir au collège technique CTM12 août de Pointe-Noire. Élève assidue et studieuse, elle finit par obtenir son brevet en comptabilité, formation qu'elle peaufinera plus tard à Paris Saint-Lazare en France. Dès l'enfance, Edith Yolande a un penchant pour les activités libérales et entrepreneuriales qui vont forger son caractère de dirigeante d'entreprise et de meneuse d'hommes. Après plusieurs formations professionnelles, elle décroche son premier emploi en 1988 à la Congolaise des pharmacies, entre parenthèses Socofar, en qualité de comptable, poste qu'elle a occupé jusqu'en 1995. De 1995-2001, elle est attachée de direction au groupe GEPAM, dans sa filiale fabrique de peinture en Afrique, entre parenthèses FPA, succursale de Pointe-Noire. À partir de 2002, son esprit de créativité l'emmène à créer sa propre structure dénommée Groupe Central Service Éco. Son engagement politique l'a conduit à faire des candidatures aux élections locales de 2013 sur la liste Lumumba pour le compte de l'association COCAPO. En juin 2015, le président de la République lui confère les rênes de l'arrondissement numéro 6 Ngoyo, où elle est nommée pour la première fois administrateur maire. Cette nomination consacre son entrée dans l'administration du territoire avec la bénédiction du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Raymond Zéphirin Mboulou. Son engagement et son militantisme politique au sein du PCT lui ont valu son élection à la tête de l'Organisation de femmes du Congo, entre parenthèses OFC, Fédération de Pointe-Noire. En mars 2021, poste qu'elle a occupé jusqu'en juillet 2025, puis qu'elle est obligée de quitter celle-ci pour cause d'incompatibilité avec ses nouvelles fonctions. Avide de connaissances et de formation en octobre 2023, elle participe à un atelier de formation sur les droits des femmes en Afrique, organisé par l'Institut africain de droit international à Arusha en Tanzanie. Son sens du devoir et son dévouement ont une nouvelle fois convaincu le président de la République, chef de l'État, qui, le 21 mai 2025, la nomme à la tête de l'arrondissement numéro 4 Louangéli. Son esprit d'écoute et d'adaptation et surtout sa disponibilité à exécuter les orientations de sa hiérarchie. Sa loyauté à servir la République est récompensée en 2017, année à laquelle elle est élevée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, au grade de chevalière dans l'ordre du mérite congolais.
De foi chrétienne, elle est adepte de l'église christianisme prophétique en Afrique du prophète Lassie Simon Zéphirin et son plat préféré est le tiboïla avec épinards et la moine. S'en est suivi l'entrée du drapeau tricolore, le port de l'écharpe par le préfet et la remise du drapeau. Edith Landou Yolande Ketabongi, qui n'est pas à sa première expérience, a fait l'état de l'arrondissement dont elle a désormais la charge de diriger. Des problèmes de celui-ci qui ne pourront trouver d'issue sans l'apport de la mairie centrale. Située au cœur de la ville de Pointe-Noire, avec 13 quartiers, une population cosmopolite estimée à plus de 350 000 habitants, l'arrondissement 4 Luandjili est traversé par la RN1 et plusieurs autres voies secondaires bitumées ou pavées. Il est arrosé par plusieurs ruisseaux, dont Chikong Mbot, Misong et Mekai. On y dénombre deux principaux marchés domaniaux, le marché de Nkwiku et le marché moderne du quartier Kilote, construit à la faveur du projet d'URCAP, sans compter plusieurs autres marchés de fortune éparpillés dans les différents quartiers. Comme dans les 5 autres arrondissements de Pointe-Noire, l'arrondissement 4 est confronté aux problèmes cruciaux ci-après. La dégradation des voiries urbaines, la salubrité grandissante, le drainage des eaux pluviales qui provoque régulièrement des inondations en période pluvieuse, la dégradation avancée du marché de Nkwiku et la prolifération des marchés de fortune. Ces problèmes, loin d'être exhaustifs, nous interpellent et attendent de nous des solutions. Plutôt que de les contempler, j'associerai toute mon énergie et toute ma force avec celle des populations de Luandjili en vue de les résoudre. En effet, de concert avec Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, avec la société Al-Barak, qui est notre partenaire en matière d'assainissement, avec les populations de Luandjili, j'entends mettre en œuvre une politique audacieuse d'assainissement en vue de rendre plus agréable et plus vivable le cadre de vie à Luandjili. À Monsieur le Préfet, dépositaire de l'autorité de l'État dans le département, j'exprime ici ma déférence et désir ardent de servir la République à vos côtés, de bénéficier de votre encadrement, de vos précieux conseils et de suivre vos orientations qui me serviront de lumière sous les pieds pour me guider. Vos instructions et directives seront pour moi des ordres que j'exécuterai sans atermoiement. En direction de Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, notre tutelle, je traduis ici le bonheur de travailler sous votre magistère. Nous avons besoin de votre accompagnement et sollicitons la mise à disposition des moyens nécessaires pour traduire dans les faits les différents programmes d'activité du conseil départemental et municipal au bénéfice des populations de Luandjili. Dans son rôle de préfet du département de Pointe-Noire, Séber Iboko Onanga n'est pas passé par 4 chemins pour rappeler à Madame l'administrateur maire du 4e arrondissement ses prérogatives qui feront d'elle une véritable administrateur maire de 4e arrondissement. Je me fais le devoir de vous rappeler ici et maintenant quelques-unes de vos attributions phares, fixées à travers le décret 2003-20 du 6 février 2003, portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales, lequel décret est en réalité la Bible de la territoriale. Vous devez savoir que vous dirigez une circonscription administrative territoriale déconcentrée, c'est-à-dire l'arrondissement, qui est un démembrement
de la commune, elle-même dirigée par un maire élu. L'arrondissement ne jouit pas de la personnalité morale et juridique, à l'instar de la commune qui a le double statut de circonscription administrative et de collectivité locale. Par conséquent, l'arrondissement ne jouit pas d'une autonomie de gestion. Bien qu'étant dépositaire de l'autorité de l'État dans l'arrondissement, vous êtes placé sous l'autorité directe du maire, qui est votre chef immédiat et à qui vous rendez régulièrement compte. Agissant par délégation du maire, vous êtes appelé à exercer le pouvoir réglementaire par voie de décision, de note de service. Sous l'autorité du maire, vous êtes appelé à veiller à l'exécution des lois et règlements de la République, des décisions du gouvernement et surtout des délibérations du conseil municipal dans l'arrondissement. Vous êtes tenu de transmettre les volets d'actes de naissance, de décès et les avis de mention de mariage au maire de la commune et au préfet. En matière économique, vous êtes appelé à participer à la préparation du budget communal. J'attire votre attention sur le fait que les recettes recouvrées dans votre administration, j'allais dire dans votre arrondissement, sont destinées exclusivement à renflouer les caisses de la recette municipale contre une rétrocession au prorata des sommes recouvrées. Après tout cela, s'en est suivi la lecture du procès-verbal qui a sanctionné la fin de la cérémonie d'intronisation de Madame l'administrateur maire du 4e arrondissement, un procès-verbal signé par le préfet Seber Iboko Onanga. La carte d'identité nationale, cette pièce aussi importante dans la vie de l'homme, était difficilement acquise il y a quelques années. Or, tout citoyen majeur à l'âge de 16 ans doit avoir sa carte d'identité nationale sur lui. Mais les Congolais sont négligents. Après avoir déclaré la pièce, ou on est très lent pour la récupérer. Dans les chaînes de radio et de télévision, des communiqués sont diffusés à longueur de journée appelant ceux qui ont égaré leur carte d'identité nationale. Malheureusement, peu seulement vont récupérer. Aujourd'hui, l'acquisition de la carte d'identité nationale a été décentralisée. En dehors du centre d'identification départementale, 6 communes de Lumumba, tous les arrondissements de la ville de Pointe-Noire en délivrent. Comme nous le signifie Madame Lubalu Nzinga Landou Ela, secrétaire générale du 4e arrondissement que nous avons trouvé sur les lieux d'émission des cartes d'identité nationale dans le 4e arrondissement. Nous rappelons à la population de l'arrondissement 4 Luandjili de venir faire des pièces d'identité. Ce n'est pas par rapport aux élections présidentielles, non, je dirais non, mais c'est une activité de routine parce qu'un citoyen a le droit d'obtenir une pièce d'identité. C'est important d'avoir sa pièce d'identité. Et ça ne s'arrête pas qu'à l'arrondissement 4, c'est dans tous les arrondissements. Cette opération n'est pas faite seulement à cause de la veille des élections, mais pour toute l'année, car avec le matériel que nous venons d'acquérir, nous sommes en droit de descendre dans les quartiers. Mais pour la sécurité, nous nous sommes installés dans les sièges des arrondissements où nous recevons quartier par quartier. Et cela ne fait que 2 semaines pour que la carte d'identité soit livrée à son intéressé. Mais la paresse des populations fait qu'à ce jour, nous avons plus de 11 000 cartes imprimées dont les propriétaires ne se présentent pas pour les récupérer, nous a dit le commandant Peya, chef de centre. La carte nationale d'identité n'a jamais été difficile à obtenir. Et elle a toujours été décentralisée. Mais seulement, c'est le Congolais qui ne vient faire la carte nationale d'identité que lorsqu'il est dans l'urgence. C'est ça la nuance. Et aujourd'hui, avec l'acquisition du nouveau matériel que nous avons, parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a.
le nombre de matériel ne correspondait pas à la demande aussi. Et le ministre a fait des grands efforts pour nous doter en matériel. Et il y a eu une note qui nous oblige plutôt à travailler maintenant avec les chefs de quartier. Et donc nous avons fait cet effort-là de nous rapprocher de la population en collaborant avec les chefs de quartier. Les cartes sont produites, mais quitte à la population aussi de venir les chercher. C'est bien, vous dites que la carte d'identité était difficile et que maintenant elles sont produites en quantité. Mais où sont ces Congolais-là qui viennent chercher leur carte d'identité? Aujourd'hui, quand vous faites la demande de la carte nationale d'identité, on vous donne déjà en avance la date à laquelle vous venez pour retirer votre carte. Ça n'excède pas les 7 jours. Quand vous faites un lundi, on vous dit lundi prochain, venez prendre votre carte nationale d'identité. Le commandant PA a enfin lancé un appel à l'endroit de la population afin de pouvoir s'en saisir de l'occasion et retirer les cartes d'identité nationale. Le décret 207-2007 exige le port de la carte nationale d'identité à tout Congolais qui a déjà atteint l'âge de 16 ans. Donc, ça aurait été dans d'autres pays, à partir de 18h, 20h, toute personne qui n'a pas de carte nationale d'identité devait se retrouver en garde à vue quelque part. Mais la largesse du président de la République fait que aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas la carte nationale d'identité se baladent nuitamment. À la population, je leur demande de prendre leurs responsabilités. Il ne suffit pas de demander la carte nationale d'identité, il faut être sage de venir la retirer à la fin. Construite entre les années 31 et 34, la gare centrale de Pointe-Noire fut inaugurée le 10 juillet 1934 à l'image de la gare de Deauville en France, construite pratiquement à la même époque. La gare centrale de Pointe-Noire marque le terminus et le départ du chemin de fer Congo-Océan. Un des monuments de la ville, sinon du chemin de fer Congo-Océan, qui tombe en ruine devant tout le monde. Responsable du chemin de fer Congo-Océan est responsable de la ville. Le bilan du chemin de fer Congo-Océan n'a pas encore été déposé sur la table, ce qui marquerait la fin de cette société, ce qui vient à dire que la société vit encore. À la direction générale de celle-ci, le monde travaille. Considéré hier comme colonne vertébrale de l'économie congolaise, le chemin de fer Congo-Océan a connu beaucoup de transformations, beaucoup de mouvements. Chemin de fer Congo-Océan, ATC, Agence transcongolaise de communication, car reliant les pays de l'Afrique centrale, nous avons cité la RDC, le Tchad, le Centrafrique et le Cameroun, en passant par le port autonome de Pointe-Noire, unique port en eau profonde de la sous-région. Mais depuis les tristes événements que le pays a connus, la mise en œuvre de la route lourde en fait que le chemin de fer Congo-Océan connaisse une baisse considérable d'activité. Les agents d'exécution sont pratiquement absents et sans activité. Les agents de maîtrise, eux, sont de moins en moins actifs, même pas à la même vitesse comme dans le vieux beau temps où le chemin de fer était la véritable colonne vertébrale de l'économie congolaise. Par contre, certains cadres de la société sont toujours présents, assurant la permanence quotidienne. Question, est-ce que le chemin de fer Congo-Océan peut se comparer à la route? La réponse serait non, car le tonnage transporté par la route ne peut équivaloir à celui transporté par rail. Il y a 15-20 ans, la gare centrale était le lieu le plus animé de la ville de Pointe-Noire, le matin et le soir. Les taxis, qui venaient de tous les quartiers de Pointe-Noire et parfois du Kwilu profond, convergeaient tous vers la gare centrale pour déposer les voyageurs. Une ambiance que l'on ne vivra peut-être plus jamais. Ah, le chemin de fer Congo-Océan, avec ses trains Soleil, train express, train bleu et le train à grande vitesse où l'on pouvait passer 2 à 3 jours entre Pointe-Noire et Dolisie. On se familiarisait dans le train, on pratiquait le vivre ensemble dans le train et certaines unions se sont formées dans le train même. Voilà pourquoi nous disons le CFCO ne doit pas disparaître. Pointe-Noire, jadis appelé Ponton-la-Belle, est en train de revenir Ponton-la-Poubelle,
comme ce que nous avons vécu juste après le départ de la société Averda. Alors que les agents de la nouvelle société de nettoyage sont à l'œuvre dans les différentes ruelles, mais la ville, elle, est sale. Les odeurs nauséabondes reviennent après un petit accalmie. Question, que se passe-t-il avec la nouvelle société qui a hérité de la défunte Averda? Problème de matériel ou du personnel? Si c'est le matériel, celui qui était attendu de la Turquie n'est-il pas encore arrivé au Congo? Combien de temps faudra-t-il pour qu'il arrive? Et pourquoi cette saleté n'arrive que pendant et proche des fêtes, dont tous les dépotoirs sont donc remplis et donnent des migraines? Le ministère de l'Assainissement devait s'atteler pour éviter des épidémies de maladies des mains sales, surtout que ces dépotoirs bordent les marchés et les lieux publics, là où la population passe plus du temps et côtoie ces détritus qui commencent à former des montagnes dans les différents quartiers de la ville. La nouvelle société devra mettre les populations dans les meilleures conditions de vie et le ministre Juste Désiré Mundélé devra doubler d'efforts pour rendre à nos villes sa beauté, le sens et l'envie d'y vivre. Le liquide précieux et vital pose problème dans la ville économique Pointe-Noire. L'on se demande sur ce que devait devenir la vie de la population dans les grandes majorités des quartiers de la ville de Pointe-Noire. La population ne s'approvisionne en eau potable qu'à travers des forages et la qualité de ce produit n'est pas élucidée, car dans certains forages, l'eau que nous buvons sent l'odeur de l'argile, mais comme elle sort de sous terre, elle est consommable sans se rendre compte des dégâts que cela peut causer dans l'organisme. Les fontaines publiques ont disparu pour laisser la place aux fontaines personnelles dans les parcelles. Mais celles-ci sont devenues des monuments dans les parcelles, car ne laissent couler aucune goutte depuis bientôt plusieurs années. Ces fontaines, héritées de la SNDE, devenue aujourd'hui la Congolaise de distribution d'eau, LCDE, sont là pour la bonne forme et ne servent plus à rien, quand bien même que les factures de la LCDE sont distribuées. À cela s'ajoute un autre problème, la difficulté dans les forages. Vous devez payer de l'eau tous les jours. 3 bidons de 25 litres à 100 francs, 2 bidons de 10 litres à 25 francs, la lessive, la vaisselle, la cuisine, le nettoyage, les toilettes, et ceci demande de l'eau. Combien de bidons devra-t-on s'acquérir pour une famille de 10 personnes pour une journée? Et combien d'argent à dépenser par jour, par mois? Là est toute la question. Certains pères de famille que nous avons trouvés devant les forages ont réagi de la manière suivante. Oui, s'approvisionner au forage ou à la pompe. D'abord, la pompe, ça n'existe presque plus. Grâce au forage, nous trouvons un brin de vie. Si les forages n'étaient pas, c'est pas ce que ça devait devenir. Mais on a plus l'avantage à la pompe par rapport aux frais. Mais au forage, vraiment, c'est des dépenses. Tous les jours, il faut dépenser de l'argent. Vraiment, on a de la peine à supporter cela. Moi, personnellement, par jour, si j'ai dépensé 20 000, vraiment, je n'ai rien fait. Parce que tout, alors c'est l'eau. Mais pour avoir l'eau, il faut l'argent maintenant. Là. Or que l'eau à la pompe, c'est nettement mieux. C'est mieux à la pompe, mais malheureusement, ça n'existe plus. Alors que là où nous vivons, il y a l'eau sous terre, mais sur terre, il n'y a pas l'eau. Nous avons parlé, mais c'est en vain. Et on en parle toujours, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Présentement, là, vraiment, le peuple souffre par rapport à l'eau, par rapport aux dépenses. Mais sincèrement, le pouvoir public n'a qu'à faire quelque chose. Regardez un peu la peine des populations. Alors, le pouvoir public n'a qu'à faire quelque chose. Vraiment. Regardez la peine de la population. Le football, ce sport unificateur, est de nos jours un sport pratiquement inexistant au Congo-Brazzaville. Aucun championnat depuis 2 ans et les équipes engagées en compétition africaine sont dans l'obligation de faire comme lorsque l'on pratiquait le football il y a 50 ans.
un football de quartier. La preuve, AC Léopard a été éliminé dès le premier tour et AS Oteo continue la course, clopin-clopant. Mais le football au Congo est naturel. Même sans stade, les enfants jouent au ballon. Sans formation, les jeunes sont sur les différentes ruelles, avenues et parfois les cours des écoles pour jouer au football. Tels ces jeunes que vous avez sur votre petit écran. Sans apport financier, sans soutien, ils jouent au ballon et ils font ce que les plus grands ne font pas. Les plus anciens encadrent les plus petits. Le football aujourd'hui nourrit des familles entières et le nôtre n'a pas le droit de disparaître. Et les talents partent de la rue, tels que nous l'avions sur notre petit écran. Si certains pays ont procédé par des centres de formation, les nôtres, c'est dans la rue. Un petit coup de pouce permettrait à ces jeunes d'aller de l'avant. Sur la motivation et les difficultés, voici le coach par circonstance. C'est comme un centre, mais comme dans le quartier, on n'a pas de stade et j'ai organisé les enfants. Lorsque dans la rue, les parents me chassent, je change de ruelle ou je vais dans une école. Nous n'avons pas de soutien. Tout ce que nous faisons, nous le faisons nous-mêmes. Et ce que je fais, c'est après avoir vu ceux qui entraînent que je viens également organiser les enfants. Je reçois des enfants de tout genre. J'en ai pratiquement 30 poussins, 25 cadets et 25 minimes. Et avant de recevoir des enfants, je suis dans l'obligation de me rendre auprès des parents pour essayer de connaître le comportement de chacun. Le nom de notre centre, c'est droit au but. Lorsqu'ils sont nombreux, je suis obligé d'organiser les entraînements parce que certains vont d'abord à l'école et il faut attendre qu'ils terminent l'école pour venir s'entraîner. Et c'est en ce moment-là que certains parents me chassent devant leur ruelle. Et la première saison, je me suis fait inscrire à la sous-ligue de Mfumvu. La première saison en cadet, nous sommes sortis premiers. Et la deuxième saison en minime, nous étions également deuxième. C'est juste pour dire que notre but, c'est d'emmener ces enfants vers la connaissance du football afin qu'ils deviennent réellement des bons footballeurs qui peuvent représenter le pays. Alors que les dirigeants à tous les niveaux mettent de l'eau dans leur verre afin que vive le football au Congo-Brazzaville.